Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un mot. Un mot qu'on croit connaître, mais qui cache une vraie complexité émotionnelle. Le mot aider. Oui, aider, ça parlait simple comme ça. Exactement. Et on va explorer ensemble comment ce mot, selon qui le dit et qui l'entend, il peut résonner de façon très très différente. Pour ça, on s'appuie sur un texte assez bouleversant, un extrait qui s'appelle « Le poids du mot aider ». Ça raconte une conversation, comme ça, un peu par hasard dans un parc. Hmm. Et cette conversation, elle met vraiment en lumière la question de la dette, de l'appartenance, surtout pour des enfants qui ont des parcours de vie un peu particuliers, loin de leurs parents. Des situations de vulnérabilité, en fait. Voilà. L'idée, c'est de décortiquer ça, de voir comment un mot peut devenir lourd, chargé de sens, et même créer un sentiment d'obligation. Bon, alors, décomposons ça. Pour commencer, le cadre. C'est très simple, hein. La narratrice est dans un parc tranquille, elle regarde ses enfants jouer. Une scène quotidienne, quoi. C'est ça. Et là, une petite fille arrive, d'une dizaine d'années, qu'elle connaît pas. Elle s'assoit sur le même banc, mais un peu à l'écart. D'accord. Il y a un silence qui s'installe. Le genre de silence qu'on trouve souvent dans les parcs, un peu contemplatif. Et puis, l'élément déclencheur. Un petit rien, en fait. La fille de la narratrice, hop, elle glisse du toboggan. Une petite chute, rien de grave. Classique. Réaction immédiate de la mère, bien sûr. Elle arrive et dit Viens ma chérie, je vais t'aider à te relever ». C'est dit machinalement, tu vois, un réflexe. Un geste de soin, oui. Le petit bobo est vite oublié, l'enfant retourne jouer. Mais ce mot « aider », lancé comme ça dans ce contexte d'évidence maternelle, il va avoir un écho complètement inattendu chez l'autre petite fille, celle sur le banc. Ah, et c'est là que ça devient intéressant. Ce qui est frappant d'emblée, c'est vraiment ce contraste. Oui, Pour la fille de la narratrice, l'aide, c'est comme invisible, ça fait partie du décor affectif normal, quoi. C'est reçu naturellement sans même y penser. c'est juste de l'amour, de l'attention. Voilà. Mais pour l'autre petite, ce même mot, aider, ça agit comme un spot, tu vois. Ça vient éclairer brutalement sa propre situation. On sent que ça la percute, que ça réveille quelque chose en elle. Un malaise, oui, on le sent tout de suite. Pourquoi ce mot-là spécifiquement? C'est exactement ça. Et d'ailleurs, elle va le dire, la petite. Elle se tourne vers la narratrice et elle lui explique que ce mot « aider », pour elle, ça sonne pas du tout pareil. Ah oui, qu'est-ce qu'elle dit? Elle décrit une sensation euh, très physique. Elle dit « Quand j'entends ce mot, c'est comme si je devais quelque chose. Comme si j'étais un gros cartable lourd. Un gros cartable lourd. Pfiou, l'image est forte. Incroyablement forte, non? Un truc qu'on porte, qui pèse, mais on sait même pas ce qu'il y a dedans et c'est pas nous qui l'avons rempli. » C'est ça, on le subit. Et elle donne la clé juste après. Elle dit qu'elle ne vit pas avec ses parents. Elle vit avec des adultes qui s'occupent d'elle. D'accord. Donc, le contexte change tout. Voilà. L'aide, pour elle, c'est pas le geste évident de l'amour familial inconditionnel. C'est quelque chose qui semble toujours venir avec une contrepartie, même si elle n'est pas dite. Hmm, oui, si on élargit un peu, c'est une illustration parfaite de comment notre vécu, notre histoire perso, ça reconfigure complètement le sens des mots. Absolument. Pour un enfant dans un cocon familial classique, enfin perçu comme stable, l'aide, c'est la sécurité, le filet affectif. Mais pour cette petite fille, avec son parcours différent, le mot aider est sans doute déjà chargé, lesté par des expériences passées. On imagine, oui. Peut-être qu'elle a déjà entendu, comme le suggère un peu le texte, des phrases du genre « Tu as bien de la chance qu'on soit là pour t'aider » ou « Sans nous, tu serais où ?» Même dites sans méchanceté, hein. Oui, même avec bienveillance parfois. Exactement. Mais c'est sous-entendu, petit à petit, ça tisse une toile où l'aide n'est plus un don gratuit. Ça devient une sorte de créance, en fait. Une créance, et ça crée une sacrée précarité émotionnelle. Une vulnérabilité énorme. La petite fille, elle exprime cette peur-là. Cette peur de pas être assez bien, de demander trop. La peur de déranger, de ne pas mériter. C'est ça. Et derrière, il y a la crainte que si elle n'est pas parfaite, si elle pose le moindre problème, les adultes qui l'aident, ils pourraient arrêter. L'abandon, en filigrane. Oui. Et l'analogie qu'elle fait ensuite, elle est terrible de lucidité pour son âge. C'est comme si on vous prêtait de l'argent qu'il faudra rendre. Ah oui, c'est glaçant. Elle voit le soin comme un prêt. Et exactement. Pas comme un droit, mais comme une faveur qui crée une dette. Et une dette, en plus, dont elle n'a aucune idée de comment la rembourser. C'est une charge mentale. Inimaginable pour une enfant de 10 ans. Et c'est là que la réaction de la narratrice est vraiment très fine. Oui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle minimise? Pas du tout. Au contraire, elle accueille complètement ce que la petite dit. Et elle lui propose un changement de regard, un recadrage,
très subtil mais très puissant. Elle avance plusieurs idées clés. D'accord, je t'écoute. Premièrement, elle insiste sur le choix des adultes. Elle lui dit: ceux qui s'occupent de toi, ils ont choisi de le faire. Ça, c'est fondamental. Ah oui, ça déplace le poids. Exactement. Ça passe de je dois mériter l'aide à l'adulte a choisi de s'engager pour moi. C'est plus du tout la même chose pour l'enfant. D'accord, donc le choix. Et ensuite? Ensuite, elle lui propose une espèce de traduction mentale. Elle lui suggère d'essayer dans sa tête de remplacer en m'aide par on prend soin de moi. On prend soin de moi au lieu de on m'aide. C'est différent, c'est vrai. C'est crucial comme glissement. Aider, ça peut sous-entendre une action ponctuelle face à une difficulté, parfois même une certaine supériorité de celui qui aide, non? Oui, un peu. Alors que prendre soin, ça évoque quelque chose de plus global, de plus continu, de plus enveloppant. Ça parle plus d'affection, de responsabilité assumée, c'est moins transactionnel. Moins l'idée de charge aussi peut-être, que aider peut véhiculer dans ce contexte-là. C'est ça. Et la narratrice va même plus loin. Elle introduit une notion plus vaste, presque philosophique, le devoir d'humanité. Le devoir d'humanité? Oui. Elle explique en gros que s'occuper d'un enfant qui est en difficulté, ce n'est pas juste une faveur perso qu'on lui fait. C'est une responsabilité collective, un impératif moral pour les adultes dans une société qui se veut juste. C'est une façon de dire ce n'est pas toi qui nous dois quelque chose, c'est nous qui avons le devoir de veiller sur toi. Exactement. Et ça permet de bien distinguer la gratitude, qui est un sentiment positif, on apprécie ce qui est fait pour nous, de la dette, qui est ce fardeau d'obligation. D'accord? Et là, ça soulève une question importante, je trouve. Comment est-ce que nous, collectivement, on parle de la prise en charge des enfants vulnérables? Est-ce qu'on met assez l'accent sur leur droit fondamental à être protégés, soignés, plutôt que sur leur chance d'être aidés? C'est une très bonne question. Et d'ailleurs, la conversation devient encore plus personnelle quand la narratrice révèle sa propre situation. Ah oui. La petite fille lui demande ce qu'elle fait comme boulot. Et là, réponse directe, elle travaille dans un foyer pour enfants placés. D'accord, donc elle est en plein dedans au quotidien. En plein dedans. Et elle avoue très honnêtement qu'elle se bat elle-même avec ce mot aider. Elle dit qu'il lui échappe parfois, même si elle est super consciente du problème. C'est courageux de le reconnaître. Oui, elle explique qu'elle essaie de se reprendre, de reformuler et surtout de montrer par ses actes aux enfants qu'elle accompagne que sa présence, c'est un choix. Bon, un choix professionnel, ok, elle est payée pour ça, mais aussi et surtout un choix humain, un engagement. Mais cette révélation, c'est capital. Ça crée une connexion, une empathie incroyable entre elles deux. Oui, on le sent bien. La narratrice dit elle-même « cette petite fille qui me ressemble tant ». On comprend que cette conversation, c'est pas juste une adulte qui fait la leçon à une enfant. Non, c'est plus profond. C'est aussi une femme qui, en parlant à cette petite, parle peut-être à sa propre enfance, à son moi de 10 ans, comme elle dit. C'est un acte de transmission, oui, mais c'est peut-être aussi un acte de réparation pour elle-même. Une forme de guérison presque. Oui, donner à cet enfant les mots, la permission, la légitimité qu'elle-même, peut-être, n'a pas eu au même âge. C'est lui offrir la possibilité de poser enfin ce gros cartable lourd, de se libérer de cette dette imaginaire. Ça donne une résonance vraiment particulière à leur échange, c'est vrai. Ce n'est plus juste une discussion sur un mot, c'est une vraie rencontre qui semble apaiser quelque chose des deux côtés. Hmm. Et d'ailleurs, la question de la dette, elle revient très concrètement. La petite fille, avec sa logique d'enfant, elle demande « Mais alors, comment on rend l'argent quand les gens ne sont pas payés pour s'occuper d'elle ?» Contrairement à la narratrice dans son travail. Ah oui, la question piège. Et que répond la narratrice? Eh bien, sa réponse est encore une fois très libératrice. Elle ne dit pas « tu rendras en étant sage » ou en réussissant à l'école. Les trucs habituels qu'on pourrait entendre? Non. Elle dit qu'il n'y a pas d'obligation de rendre, de rembourser. La gratitude, oui, si on la ressent, mais pas la dette. C'est fort. Et elle ouvre une autre piste. Si un jour l'envie de donner vient, ce n'est pas en arrière qu'il faut regarder, mais peut-être en avant ou sur les côtés. L'idée, magnifique je trouve, de donner ailleurs. Ah oui, donner ailleurs, c'est beau ça. Transformer le poids d'une dette qu'on croit avoir en une énergie positive, une capacité future à prendre soin à son tour, si on veut, quand on veut. C'est ça, briser la chaîne de l'obligation et la remplacer par la possibilité d'une transmission, choisie. Ça change complètement la perspective. Ça offre une sortie par le haut, une façon de boucler la boucle sans être écrasé. Tout à fait. Et le sommet de cet échange, pour moi, c'est vraiment la phrase que la narratrice dit à la petite fille juste avant qu'elle parte. Une affirmation toute simple, mais d'une force incroyable. «
tu as le droit d'être là. Hmm. Le droit d'exister, de vivre comme tous les enfants, le droit de prendre de la place, sans dette, sans condition. Waouh, c'est une déclaration de légitimité absolue. Peu importe les circonstances, peu importe l'aide reçue ou pas, C'est ça. c'est lui dire ton existence même est valable en soi. Tu n'as pas à la mériter. Pour une enfant qui se sent peut-être toujours sur la sellette ou qui doit prouver sa valeur pour justifier qu'on s'occupe d'elle, entendre ça, ça doit être d'une puissance énorme. Une permission d'être. Simplement. Oui, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça au fond? Ce récit, cette conversation un peu hors du temps dans un parc. Ça montre de façon éclatante comment le langage est plastique et comment il touche notre ressenti le plus profond. Oui, la puissance des mots. Un mot aussi banal que aider, selon notre histoire, notre place, le contexte, il peut passer d'un simple soutien à une source d'angoisse, de culpabilité, un rappel constant d'une dette qu'on n'a jamais contractée. Et cette charge, elle est encore plus lourde pour ceux qui sont déjà en situation de fragilité, comme ces enfants qui grandissent hors du cadre familial classique. Ils sont en première ligne face à cette ambiguïté douloureuse du mot aider. Exactement. Absolument. Et cette histoire, même si elle est spécifique, elle nous tend un miroir à tous, je crois. Elle nous invite à être plus vigilants sur notre propre usage des mots, et pas seulement avec les enfants en difficulté d'ailleurs. Dans toutes nos relations, en fait. Oui, quand on propose notre aide, quand on parle du soutien qu'on donne ou qu'on reçoit, quelles intentions, quelles nuances se cachent derrière nos mots? Est-ce qu'on est toujours conscient de la dynamique de pouvoir qui peut s'installer, même sans le vouloir, dans une relation d'aide? C'est facile de tomber dedans sans s'en rendre compte. Comment on peut faire en sorte que notre désir sincère de prendre soin, il ne se transforme pas, par maladresse ou par habitude, en un fardeau de plus pour la personne qu'on veut soutenir? C'est une question essentielle, effectivement. Ça demande une écoute très fine, non seulement de ce que l'autre dit, mais aussi de l'écho que nos propres mots peuvent avoir chez lui ou chez elle. Précisément. Et pour aller peut-être un peu plus loin, la question n'est pas seulement d'éviter le mot aider ou de le remplacer systématiquement. C'est aussi de réfléchir à la posture qui va avec. La posture, c'est-à-dire, Ben, est-ce qu'on aide d'en haut, en regardant l'autre comme quelqu'un en manque, en déficit, ou est-ce qu'on se met à côté, en reconnaissant qu'on a tous nos forces et nos fragilités, et en proposant un soutien qui respecte vraiment l'autonomie et la dignité de l'autre? une relation plus horizontale, comme tu disais tout à l'heure. Voilà comment on cultive des relations perso, pro, sociales, où le soutien mutuel n'est pas vu comme une transaction ou une faveur qu'on accorde, mais comme une expression naturelle de notre interdépendance, de notre humanité partagée. C'est peut-être ça la piste de réflexion qu'on peut garder en tête après cette discussion.